Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et re-bienvenue si tu es ici de temps en temps ou à chaque semaine. Aujourd'hui, on est en mode épisode solo sur un sujet que ça faisait longtemps que je voulais aborder sur le podcast. J'ai souvent la question, Claudia, comment tu as toutes ces idées de sujets, de conversations pour ton podcast? Je manque jamais d'idées, effectivement. Mais une stratégie que j'ai, c'est que quand j'ai un flash, quand j'ai une idée, quand j'ai un boost d'inspiration, parce que j'ai appris quelque chose, j'ai vécu quelque chose, j'ai entendu quelque chose, ben j'ai comme ma petite liste dans mes notes sur mon ordi et mon laptop d'idées d'épisodes solo. Puis, ça faisait longtemps que j'avais marqué « Shadow Work » sur cette liste-là. Genre, vraiment longtemps, là. Je pense que ça fait 2 ans que j'avais écrit ça. Puis, il y a eu d'autres conversations awesome, bien sûr, sur plein d'autres sujets. Puis là, je me suis dit, OK, là, c'est le moment de le faire. J'ai effectivement lu beaucoup de livres sur le shadow work dans les, mon Dieu, je sais pas, là, 5, 6, 7, 8 dernières années. C'est un sujet qu'on lit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui est pas nécessairement facile à comprendre. Puis comme moi, j'aime bien simplifier, démystifier, vulgariser pour que ça vous donne des pistes d'introspection, des pistes de solutions, des pistes d'action, des pistes d'amélioration. Bref, des pistes pour que vous fassiez du travail sur vous autres sans, justement, pression. Vous allez voir, c'est beaucoup ça, le shadow work. C'est pas de se dire « je dois tellement travailler sur moi pour être parfaite ». Non. C'est comment on peut accepter toutes nos parts, incluant nos parts d'ombre. Donc, si tu n'as jamais entendu le terme « shadow work » en anglais, travailler le travail d'ombre, ou si toi aussi, tu as lu différents livres de développement personnel comme moi, puis tu en as déjà entendu parler, bien dans les 2 cas, l'épisode est pour toi aujourd'hui. On va plonger là-dedans pour justement, comme je disais très rapidement et brièvement, puis je vais vraiment développer tout ça. Le but premier, puis c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce titre-là pour le podcast, là, c'est pas de devenir parfaite, mais c'est de devenir entière et surtout de s'assumer dans notre entièreté, dans notre vie humaine. Puis, le problème que je vois de plus en plus, puis que j'ai certainement un peu passé par là aussi, là, c'est qu'on est souvent en mode genre, faut que je travaille sur moi, puis il faut que je m'améliore, puis il faut que je fasse plus de développement personnel, puis de développement spirituel, puis il faut que je travaille sur moi. Mais parfois, on regarde pas nécessairement les parties de nous-mêmes qu'on n'accepte pas. On regarde juste les parties qu'on a déjà acceptées. Les parties qu'on a travaillé dessus, puis on a amélioré. Puis comme je disais, tu sais, je veux sortir un petit peu de ce qu'on lit ou ce qu'on voit beaucoup sur Instagram, TikTok, etc., tu sais. Puis il y a Carl Jung, qui est vraiment la personne qui est associée au shadow work. Mais comme je disais, j'ai lu d'autres livres, j'ai écouté d'autres podcasts sur ce sujet-là, tu sais. Puis le point important à préserver là, dans la conversation d'aujourd'hui, puis qui vient en fait de Carl Jung, c'est que l'ombre, c'est pas seulement notre mauvais côté. C'est pas juste nos défauts. Ça comprend aussi nos qualités, nos émotions, des désirs, des capacités que notre conscience a appris à ne pas reconnaître ou à ne pas considérer comme un match ou comme compatible avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Puis des fois, on met dans l'ombre aussi des qualités positives, genre de la puissance, de l'ambition, de la créativité, de l'assertivité, de la sensualité, tout ça, parce qu'on a jugé, consciemment ou inconsciemment, que c'était inacceptable. Fait que déjà là, je veux qu'on plonge dans ce sujet en gardant ça en tête. Qu'est-ce qui est dans la noirceur, l'ombre, le shadow, c'est pas synonyme de genre tous nos défauts. Au contraire, tu sais, c'est pas notre ennemi. C'est ce qu'on refuse de voir en nous qui nous contrôle. Fait qu'à la fin de l'épisode, là, je veux que tu comprennes c'est quoi une part d'ombre, comment ça se crée, comment ça continue d'agir, même si on pense justement qu'on a fait bien du travail sur nous, tu sais. Comment ça peut se manifester dans nos relations, dans nos réactions, dans nos choix. Comment, tu sais, le fameux miroir, là, comment qu'est-ce qu'on juge chez les autres peut parfois nous donner des indications puis des renseignements sur nous-mêmes.
Pourquoi l'ombre? Qu'est-ce qui se trouve justement dans cette noirceur-là? Ça peut être autant du potentiel que de la difficulté, tu sais, puis comment commencer à travailler, c'est pour ça que ça s'appelle le shadow work, hein, travailler une part d'ombre de façon concrètement. Puis je répète que le but, c'est de pas se dire « je veux me débarrasser de cette partie de moi que j'ai mis dans l'ombre pendant tout ce temps », mais plutôt « je veux comprendre qu'est-ce que cette partie de moi essaie de faire pour moi ». Parce qu'il y a toujours une raison qu'on a ces croyances limitantes-là, ces trucs-là qu'on a mis vraiment dans l'ombre puis qu'on ignore un petit peu ou beaucoup, là, tu sais. Donc, il y a comme un paradoxe dans le développement personnel, hein? Il y a quelque chose de paradoxal qui est très présent de plus en plus. On passe des années à essayer de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est peut-être quelque chose que j'ai dit comme terme il y a 10 ans, 15 ans. C'est quelque chose que je ne dis plus depuis plusieurs années. On est dans des versions évoluées de nous-mêmes, dans des nouvelles versions de nous-mêmes à tous les jours, tu sais, dans chaque phase, chaque chapitre de vie. Mais je ne crois pas à la meilleure version de toi-même. Bon. On apprend à mieux communiquer, on apprend à poser nos limites, on apprend à réguler nos émotions, réguler notre système nerveux, on apprend à avoir confiance en nous, à s'aimer, self-care, self-love. Puis bon, t'entends dans ma voix, là, tout ça, c'est super important. Puis encore une fois, je suis la première à avoir passé par ces étapes-là de travailler sur moi. Puis c'est incroyable à quel point ça m'a servi, puis que je me sens vraiment dans une version totalement évoluée de moi-même depuis le mois dernier, depuis l'année dernière, depuis les 10 dernières années, tu sais. Par contre, même à travers tout ce travail-là, on continue à reproduire des mêmes schémas. Puis ça, des fois, c'est frustrant. Puis je passe encore par là, moi aussi. Comment ça, avec tout le travail que je fais sur moi, puis vu que je suis une personne qui est tellement self-aware, hein, j'ai tellement des belles prises de conscience, puis je m'observe tellement, mais comment ça, je me vois répéter les mêmes maudits patterns? Puis on tombe, par exemple, sur le même type de personne. Hein? On a toujours le même chum, mais qui ressemble à quelque chose de différent au niveau physique. Dans le sens que c'est un homme différent, mais il a les mêmes comportements, tu sais. On réagit encore de façon un peu triggered ou disproportionnée. Il y a des affaires que ça devrait pas nous déranger, mais Colin, comment ça? Je pète encore une coche après telle affaire, tu sais. On s'auto-sabote encore des fois sur certaines opportunités. Des fois, on peut devenir jalouse ou envieuse alors qu'on pensait qu'on avait dépassé ça. Là. On n'était plus jalouse, envieuse. Nous, ben non, on a travaillé sur nous, tu sais. On va être indépendante, mais on cherche constamment l'approbation ou la validation externe, tu sais. On dit qu'on veut réussir, mais dès que ça devient possible, qu'on a encore une fois des opportunités, il y a quelque chose en nous qui nous freine. Hein? Ça, c'est des exemples de schémas qu'on reproduit over and over again, encore et encore, même si, encore une fois, on en a fait bien du travail sur nous, tu sais. Mais c'est là que le shadow work devient intéressant parce qu'il y a peut-être, en fait, il y a une partie de nous qui travaille comme en secret contre la personne qu'on essaie consciemment de devenir. Il y a cette part d'ombre-là qui est en mode « ben moi, je suis encore là, puis je travaille en secret contre la personne que tu essaies de devenir. » Alors, effectivement, ça impacte, influence, trigger certains comportements, certaines pensées, certains schémas répétitifs, tu sais. Puis comme je disais, moi, je veux t'en parler autrement, pas comme une tendance TikTok, pas comme une liste de genre, je sais pas moi, 25 questions à écrire dans ton journal, tu sais. Puis surtout pas une nouvelle façon de te convaincre que genre t'es traumatisé puis il y a quelque chose de mauvais avec toi-même, là. Tu sais, ça aussi, il faut faire attention à ça, là. C'est comme dès qu'on vit un petit quelque chose, on met une étiquette qu'il y a une problématique, il y a un trauma, puis tout. Bon. On va plutôt en jaser comme une façon de comprendre. Hein? Encore une fois, vous inviter dans l'introspection, puis oui, des petits exercices de réflexion, mais comprendre pourquoi c'est certaines parties de toi, là, ils prennent encore le volant. Tu sais, sont dans le char, puis ils prennent le volant, même si toi, tu pensais que tu avais pris le contrôle. Donc, pour une formulation simple, c'est quoi exactement le shadow, hein, le shadow work, l'ombre? On va reprendre, là, j'ai pris des notes pour essayer de traduire un petit peu puis de vulgariser le travail, entre autres, de Carl Jung. Là. Mais pour Jung, là, l'ombre correspond à tout ce que notre conscience ne veut pas ou ne peut pas reconnaître comme faisant partie de nous. Je répète, là. L'ombre correspond à tout ce que notre conscience ne veut pas ou ne peut pas reconnaître comme faisant partie de nous. C'est des parties de nous qu'on rejette. Le premier mythe, c'est que l'ombre égale le mal. On imagine que tout ce qu'on a caché, qu'est-ce qu'on a mis dans l'ombre, c'est juste les choses qu'on associe à des trucs négatifs. Genre la colère, la jalousie, la manipulation, la méchanceté. C'est sûr que le côté méchante de moi-même, ben je veux pas le voir, puis je le mets dans l'ombre, puis je dis que je suis pas méchante, tu sais.
Mais il n'y a pas juste, encore une fois, les trucs qu'on étiquette comme négatifs. L'ombre peut contenir la colère, l'envie, la dépendance, la peur, l'égoïsme, le besoin d'être reconnu, l'agressivité, la sexualité, oui, mais aussi l'ambition, la puissance, la spontanéité, l'autorité, la sensibilité, l'assurance, le désir, la créativité, j'ai étudié. En tout cas, ça regroupe aussi des trucs qui sont positifs, tu sais. Ça contient aussi bien des traits, des désirs, des émotions positifs que négatifs, mais que nous, dans notre conscient, on juge comme inacceptables. Je devrais pas, moi, être agressive. Je devrais pas, moi, avoir tel désir. Je devrais pas, moi, être spontanée. Je devrais pas, moi, être égoïste. Alors que dans une humanité entière, on est tout ça. Fait qu'une part de nous ne devient pas une ombre parce qu'elle est mauvaise. Elle devient une ombre ou dans l'ombre ou le shadow. Je vais me promener d'un mot à l'autre, là, c'est toute la même chose. Parce qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, on a appris qu'il n'était pas sécuritaire, qu'il n'était pas acceptable, ou même souhaitable d'être cette personne-là. Je vais vous donner des exemples, OK? Une petite fille qui exprime sa colère. Hein? Les petites filles, on leur dit souvent, on leur dit quoi? Sois belle et tais-toi. C'est un cliché, mais on se comprend. Fait qu'une petite fille est en colère, elle pète une crise, et là, on lui dit « Ah, t'es tellement difficile comme petite fille, tu sais. » Fait qu'elle, elle apprend qu'être en colère, c'est être mauvaise, c'est être difficile. Donc, elle n'arrête pas, évidemment, d'avoir de la colère. La colère, c'est une émotion qui est ressentie physiquement puis directement, tu sais. Elle apprend juste à ne plus reconnaître elle-même comme étant quelqu'un qui est en colère. Moi, je lève mes 3 mains, mes 2 mains, puis en tout cas, tout mon corps... Pourquoi j'ai dit mes 3 mains? Je lève mes 2 mains, mes 10 doigts, tout mon corps. Je me reconnais là-dedans, tu sais. Fait que quand tu deviens une adulte qui est extrêmement gentille, qui dit toujours oui, qui évite les conflits, qui comprend tout le monde, qui pardonne beaucoup, jusqu'à temps que tu exploses. Puis là, tu te dis, ben voyons, comment ça, j'ai explosé? Je suis pas une personne colérique. Ben justement, la colère, elle existe toujours. C'est juste que toi, tu l'as exilée de ton identité consciente. Parce que tu as absorbé ça quand tu étais petite, tu sais. Ou peut-être que tu n'exploses pas, mais il y a quelque chose qui explose dans ta vie. Ou tu développes une maladie, ou un mal physique, tu sais. Toutes les émotions qu'on refoule, bien sûr, il faut qu'il y ait quelque part. Un autre exemple. Non, je vais vous donner d'autres exemples plus tard, OK? Là, je veux parler de comment ça se crée ça, parce que c'est un bon segue, là, on vient de parler de la petite fille, exemple, tu sais. Puis, l'enfant apprend très, très tôt que pour être aimé, accepté, pour appartenir, pour être sécuritaire, il y a des parties de l'enfant, donc de moi, qui sont bienvenues, puis il y a certaines parties qui ne le sont pas. Fait que c'est pour ça que je ne vais pas faire un autre exemple, on va garder cet exemple-là, OK? Fait que la petite fille là, qui se met en colère à 3-4 ans, qui pète une crise, puis là, elle se fait réprimander, ses émotions sont pas accueillies, puis là, elle, inconsciemment, bien sûr, est comme « Ah, OK, ben c'est pas bon d'être en colère », ça se crée de cette façon-là. Elle se dit, OK, cette partie-là de moi qui se met en colère, elle n'est pas la bienvenue. Puis elle n'est pas la bienvenue envers mes parents. Puis moi, je veux être aimée, je veux être acceptée, je veux appartenir, je veux être en sécurité, je veux qu'ils me nourrissent. Donc, c'est pas sécuritaire pour moi d'exprimer de la colère. Alors, je crée une identité autour de ça. D'autres exemples d'identité, au-delà de, pardon, tu sais, je suis la fille gentille qui se met jamais en colère. Moi, c'était beaucoup ça que je disais, là, avant d'avoir 31 ans, puis que là, j'ai fait du timeline therapy qui m'a permis d'aller rechercher la colère à l'intérieur de moi, tu sais. Ben, je suis la fille gentille, il n'y a pas grand-chose qui me dérange dans la vie, je me mets jamais en colère, tu sais, bon. Je suis une enfant mature, je suis celle qui réussit, je suis le gars fort, je suis toujours positive, moi je suis celle qui prend toujours soin des autres, je suis celle qui comprend, je suis indépendante, tu sais. Chaque identité est créée mécaniquement avec un envers. Fait que si ton identité est « Ah, moi je suis quelqu'un de gentil », c'est vraiment difficile pour toi de reconnaître que des fois, là, je suis profondément égoïste. Puis j'écoute mes besoins avant ceux des autres, tu sais. Si ton identité est plus en mode, moi aussi, c'était beaucoup ça pendant longtemps, je suis indépendante, ben ça devient difficile de reconnaître que des fois, ben j'ai besoin des autres, tu sais. Fait comme je dis, il y a toujours un envers à l'identité qu'on se crée de façon inconsciente souvent, puis souvent qu'on est très petit, tu sais. Si ton identité, c'est « je suis une personne calme », ben il est difficile de reconnaître que tu es en colère. Difficile de la ressentir, cette colère-là, puis de l'exprimer encore plus, tu sais. Si ton identité qui s'est créée, c'est, je sais pas moi, je suis généreuse, ben c'est difficile d'accepter, de reconnaître que ben j'ai envie qu'on me donne quelque chose en retour, tu sais. Fait que plus ton identité consciente
devient rigide, plus ton ombre risque de devenir grande. Fait que plus c'est rigide pour toi que moi, je suis indépendante, puis je suis indépendante, puis c'est de même, ben l'ombre, hein, l'envers de cette identité-là, exemple, j'ai besoin des autres, ça va devenir de plus en plus grand, ça va prendre de plus en plus de place. Puis dans ça, tu vas te sentir peut-être éventuellement très seule parce que tu t'identifies comme quelqu'un de tellement indépendante, tu as tellement refusé d'être ouverte à de l'aide, à du support, que ben tu te ramasses tout seul, tu sais, puis tu as beaucoup de pression à tout mettre ça sur tes épaules. Fait que l'ombre prend de plus en plus de place et elle vient influencer, impacter, même diriger tes comportements, tes choix au quotidien. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. L'autre piège qu'on a, ou un petit mythe, ou tu sais, on va appeler ça un piège, c'est que, puis ça aussi, je l'ai vécu un petit peu, puis je le vois souvent, l'ombre ne disparaît pas parce qu'on la regarde pas. Puis on est bon pour se bullshiter, hein, en tant qu'humain, c'est comme, ah, si je parle pas de ça, puis que j'ignore que ça c'est là, it's just not gonna be there, hein, ça va juste disparaître, on fait semblant que c'est pas là, ça va finir par faire son temps. Mais non, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne, OK? C'est pas parce que tu refuses de voir, d'accepter, d'accueillir les parties de toi qui sont créatifs, égoïstes, en colère, tous les exemples que j'ai nommés tantôt, là, c'est pas parce que tu refuses de voir ces parts d'ombre-là qui vont disparaître, même que c'est le contraire qui se passe. Parce que le problème avec une partie de soi-même qu'on refuse de reconnaître, c'est que non seulement elle ne disparaît pas, mais elle va le finir par ressortir, puis elle va ressortir sous des formes qui sont probablement pires, entre guillemets, que si tu les avais justement accueillies et acceptées. Sous des formes qui vont être encore plus disproportionnées, qui vont être moins contrôlées, qui peuvent sortir de n'importe quelle façon, n'importe quand, et qui peuvent occasionner des conséquences encore plus négatives. Exemple, réaction proportionnée, là, disproportionnée plutôt. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose de relativement banal, là, puis ta réaction est énorme. Genre, tu pètes une solide coche. Puis là, tu fais comme, ben voyons, ça sort de où ça, tu sais? La deuxième façon aussi qu'on a de faire ressortir nos parts d'ombre si on ne les écoute pas, on les accepte pas, on les accueille pas, ben c'est des projections. Ça, j'en vois tous les jours, tu sais. Des fois, je me vois faire des projections aussi, tu sais. Tu vois constamment une qualité chez quelqu'un qui t'énerve. Par exemple, « Hey, ce gars-là, il est tellement narcissique. Hey, cette fille-là est tellement snob. Ah, check l'autre, elle cherche toujours l'attention. Ah, lui, il est vraiment contrôlant. » Tu sais? Puis la question du shadow work, là, c'est pas est-ce que cette personne est réellement comme ça? Es-tu vraiment narcissique? Es-tu vraiment arrogante? Cherches-tu vraiment l'attention? C'est pas ça le travail d'ombre. Parce que ça, c'est super important à comprendre, ça serait une simplification qui est dangereuse, en fait. La bonne question à se poser quand on fait du shadow work, c'est quand on se voit critiquer, juger quelqu'un, c'est pourquoi cette caractéristique-là de la personne, elle déclenche autant de charges chez moi. Pourquoi qu'elle vient autant me trigger? Pourquoi ça me dérange autant qu'elle demande autant d'aide puis qu'elle cherche autant d'attention? Comment ça vient me titiller, me déclencher, me trigger, me faire réagir? C'est ça la question clé qui est super importante. Et pas est-ce qu'elle est vraiment de même, tu sais? Parce que parfois la réponse c'est parce que je refuse complètement cette qualité en moi. Si je vois la fille qui demande toujours de l'attention, bien, je refuse de croire que moi aussi j'ai besoin d'attention des fois puis que je recherche de l'attention, tu sais. Ou des fois, la réponse, ça peut être dans le sens que cette personne-là, elle dépasse réellement mes limites. C'est ça qui me trigger. C'est que pour moi, sa façon d'agir ou d'être, ça ne concorde pas avec mes boundaries personnelles, avec mes limites personnelles, avec mes valeurs même, avec la façon que toi, tu juges correct pour toi-même d'agir ou de réagir, tu sais. Fait que le shadow work, là, c'est pas une excuse pour tout intérioriser, pour se dire « Ah, elle réagit comme ça, donc il faut que je fasse le miroir, que je me repose la question et j'intériorise tout ça. » C'est une invitation à se poser ces questions-là pour justement se connaître encore plus. Puis oui, travailler sur soi, mais surtout travailler sur les parties de nous qu'on n'a pas encore travaillé dessus parce qu'on les a comme ignorées puis on voulait pas les regarder, tu sais. Puis il y a une partie qui est vraiment fascinante là, par rapport au shadow work. Comme je disais, tu sais, il y a des parties qu'on va
comment je pourrais dire ça? On va se convaincre même des fois qu'on n'a pas, tu sais. Ah, moi, je suis pas de même, moi, je juge pas. Elle parle vraiment fort, puis comme moi, j'aime pas ça prendre la place, tu sais. Puis bon. Mais il y a comme l'ombre, je vais mettre en des gros guillemets, là, positive dans le shadow work, tu sais. Souvent, on associe la lumière au positif, puis c'est tout à fait vrai. Puis l'ombre va dire c'est négatif. Alors que tout est neutre, tout a sa place. Tout devrait être accepté, encore une fois, pour être dans une belle souveraineté, entièreté humaine, tu sais. Mais c'est quand même fascinant de travailler avec le shadow positif. Parce que, comme je disais, on parle souvent des parts sombres, tu sais, mais il y a quelque chose de vraiment plus subtil, c'est qu'on peut aussi exiler, mettre de côté, sacrer dans la noirceur, des qualités qui sont désirables. Mais comme j'expliquais tantôt, hein, l'ambition, la créativité, la sexualité, la spontanéité, tout ça, c'est des belles qualités qui peuvent être désirables, tu sais. Mais parfois, puis observez-vous, hein? Observez-vous. Des fois, on a tendance à mettre même ces belles choses-là dans l'ombre. Exemple, bon, pour revenir un peu à ce que je disais, la fille qui prend beaucoup de place, qui demande beaucoup d'aide, bref. T'es dans un meeting, t'as quoi que ce soit, il y a une fille, il y a une femme, tu sais, elle est loud. On en connaît toute une. Elle prend de la place, tu sais. Puis, toi, tu apprends ou tu as appris qu'une femme qui prend beaucoup de place, ben, elle est arrogante. Un exemple, ça veut pas dire que toi, tu as cette croyance-là, tu sais. Mais souvent, c'est ce qu'on faisait. Encore une fois, sois belle et tais-toi en tant que petite fille, tu sais. Fait que quand t'arrives une femme qui prend de la place, puis qui parle fort, puis tout ça, on dit qu'elle est arrogante. Fait que si moi, j'ai appris ça dans mon subconscient, dans mon inconscient, ben je vais devenir discrète. Je prendrai pas ma place, je vais laisser parler les autres. Je demanderai pas plus d'argent à mon patron. Je vais minimiser mes réussites, hein. Je vais pas vouloir en parler fièrement de mes fiertés. Fièrement de mes fiertés, bref, on comprend. De mes réussites, de mes victoires. On va dire que, tu sais, moi, je suis humble, tu sais, non. Fait qu'elle joue petit. Fait que qu'est-ce qui est dans l'ombre à ce moment-là? C'est pas juste pas de l'arrogance en soi, c'est son ambition qui est rendue dans l'ombre à cause de cet apprentissage-là qui a été créé, tu sais. Fait que c'est subtil à quel point ça peut nous influencer. On prend l'exemple pour les gars. Les gars, souvent, ils se font dire quand ils sont petits, hein, les petits garçons, pleurer, c'est faible, arrête de pleurer, man up, sois un homme, fais un homme de toi, grow some balls, tu sais. C'est comme arrête de pleurer, t'es un homme. Donc, le petit garçon apprend, ben pleurer, c'est être faible. Fait que lui, il grandit, puis il devient un homme qui est extrêmement performant, qui est autonome, qui est rationnel, qui est dans son côté très pragmatique, faire les affaires, tough it up, solide, rigide, tu sais. Qu'est-ce qui se ramasse dans l'ombre? Ben, sa vulnérabilité. Puis il y a des hommes qui vont entendre ça et qui vont dire, ben c'est ça, justement, être vulnérable, c'est être faible, fait que c'est bien parfait que ça soit dans l'ombre, c'est pas positif, tu sais. Oups! On a comme un double, une double profondeur ici, là. La vulnérabilité, c'est extrêmement merveilleux, là, tu sais. Ne serait-ce que dans ta connexion avec les autres, qui va chercher justement une belle profondeur. Un autre exemple, je sais pas moi, les gens qui ont beaucoup confiance en eux, là, tu sais, qui parlent bien, qui ont une belle estime, qui se donnent des qualités, qui parlent d'eux, tu sais. Ben, on est beaucoup à avoir appris que les gens qui parlent d'eux sont narcissiques. Puis ça aussi, hein, je veux dire, ça avec, on le voit sur les réseaux sociaux, on l'entend parler, mon ex était narcissique, ma belle-mère est narcissique. Elle peut avoir des caractéristiques qui se révèlent d'une personne qui est narcissique, mais allez lire les statistiques, là, les vraies statistiques sur les gens qui ont en effet un diagnostic d'être narcissique, parce que oui, il y a un diagnostic de ça, et c'est beaucoup plus bas que qu'est-ce qu'on lit puis qu'est-ce qu'on entend, OK? C'est pas parce que, comme ton ex parlait beaucoup de lui, qu'il est nécessairement narcissique, OK? Il y en a que oui, absolument, 100%. Mais il faut juste faire attention aux généralisations qu'on fait. Fait que bref, nous, on apprend que les gens qui parlent d'eux sont donc bien narcissiques, tu sais. Ben, cette personne-là, elle veut pas recevoir d'attention, elle devient excellente pour écouter, elle parle jamais d'elle, tu sais. Fait que vous voyez, faut faire attention où est-ce que consciemment ou bien souvent inconsciemment, puis après ça, ben en écoutant des épisodes comme aujourd'hui, ça devient plus conscient, où est-ce que l'ombre, justement, dans cette façon subtile-là de nous... pas nous enlever parce que c'est toujours là, mais de ternir peut-être, hein, de taire, de prendre moins de place de certaines de nos belles qualités, tu sais. Fait que parfois, ce que tu dois récupérer de ton ombre, c'est pas genre ta colère ou ton côté narcissique ou ton côté égoïste, mais c'est ton pouvoir, tu sais. Parce que tu peux passer une vie à travailler sur tous tes défauts puis t'améliorer, hein, alors que la partie de toi qui demande à être récupérée, venir chercher moi dans l'ombre, là, ben c'est une qualité, en fait, que tu n'as jamais eu le droit d'incarner. Does that make sense?
cas, j'espère que ça atterrit puis que ça vous fait réfléchir parce que je pense que ça, c'est le core, la partie la plus puissante du shadow work, tu sais. Fait que, à quoi ça ressemble de faire du travail d'ombre dans la vraie vie? Vous me connaissez ou vous me connaissez peut-être pas, mais j'aime ça m'a donné des trucs concrets, pratico-pratiques, puis je vous encourage bien sûr à être dans l'action au-delà de juste contempler, réfléchir et être dans l'introspection qui est tout aussi important, bien sûr. Mais on fait quoi avec tout ça, tu sais? Puis il y a un côté un peu mystique avec le shadow work, puis on va le déconstruire un peu, tu sais. Des fois, c'est ça, on est comme, ah, c'est quoi ça le travail d'ombre? C'est-tu que genre, je dois m'asseoir dans le noir avec genre mon journal, puis une petite chandelle, puis une petite musique dépressive, puis comme trouver mon traumatisme d'enfance le plus intense, là? Non. Non, c'est pas tout à fait ça, même que c'est pas ça pantoute, là, tu sais. Le travail d'ombre, le shadow work, ça peut être extrêmement banal. C'est dans la vie du quotidien. C'est de s'observer encore et encore et encore et d'apprendre à se connaître. Puis de justement, quand on a quelque chose qui se passe, de s'observer, d'être en mode, OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu sais, poser les bonnes questions. Puis je vais vous donner des exercices un peu plus précis après, mais comme un exemple, ton partenaire ou tes enfants, tu sais, peu importe. Ton chum, il oublie quelque chose. Puis là, il oublie quelque chose et tu ressens une colère immense. Puis là, tu peux péter une coche, puis ce que tu ressens, c'est genre, il me respecte jamais. J'avais dit de pas oublier telle affaire que j'avais besoin, c'est la seule affaire qu'il avait à penser, puis il l'a même pas amené. Ça veut dire qu'il me respecte jamais. Bon, on prend une respiration, premièrement, on s'autorégule, on revient dans un état un peu plus calme. Puis ce que tu peux faire, c'est d'y aller par étapes. C'est quoi le fait? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ton partenaire a oublié quelque chose. Point. C'est très neutre. Il n'y a pas une charge positive ou négative à ce statement-là, à cet énoncé-là. Pour toi, il y a une charge extrêmement négative parce que tu as réagi. L'étape 2, ça a été quoi ta réaction? Qu'est-ce que tu as ressenti? Dans ce cas-ci, tu as ressenti de la colère immense, tu sais. L'étape 3, c'est le jugement. Qu'est-ce que je lui reproche exactement? Ah, je lui reproche de ne pas me respecter. Étape 4, c'est le fameux miroir. Le fait de ne pas me respecter. Miroir, je me regarde moi-même. Où est-ce que cette qualité existe, même sous une forme différente, en moi? Où est-ce que moi, je ne respecte pas moi-même, lui ou quelqu'un d'autre? Le miroir, là, ne veut pas dire que c'est copié-collé à la situation. Ça se reflète de façon différente. Étape 5, c'est quoi mon besoin? Ma réaction là, de colère intense, là, cette réaction-là, là, elle essaie de protéger quelque chose. Parce que c'est ça le rôle principal de notre subconscient, de nos patterns, de nos croyances, de notre ego. C'est de nous garder en sécurité. Puis qu'est-ce qui est sécuritaire? C'est qu'est-ce qui est connu. Fait que si tu as toujours réagi de façon colérique quand tu avais l'impression que quelqu'un te manquait de respect, ben c'est parce que tu te protèges de quelque chose. Fait que c'est quoi ton besoin dans ce moment-là? Puis l'étape 6, ben c'est l'intégration, hein? Comment tu pourrais exprimer ce besoin-là consciemment, donc de répondre, plutôt que de laisser sortir sous une forme de réaction. Genre, tu réagis au lieu de répondre. Fait que la prochaine fois que t'es triggered, qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé, des fois c'est sur le coup, puis des fois c'est après. Moi, j'ai eu un exemple la semaine passée, là. J'ai eu une conversation avec quelqu'un. La conversation a bien été, là. C'est une conversation consciente, ça a fini avec la gratitude. Tout a bien été. Mais, for some reason, pour une raison, j'allais dire pour une raison que j'ignore, là, je l'ignore plus parce que j'ai fait ce travail-là, littéralement, ça me trottait dans la tête. Genre, je repensais à ça le reste de la journée, la nuit, je me suis réveillée, je pensais à ça le lendemain, je rejouais la conversation dans la tête, puis j'étais comme, mais voyons, comment ça me... C'est pas une émotion vraiment intense, mais le fait que ça me trottait dans la tête, je suis comme, il y a quelque chose là à aller observer, tu sais. Fait que, étape 1, qu'est-ce qui s'est passé? Étape 2, qu'est-ce que j'ai ressenti? Étape 3, qu'est-ce que je reproche à moi-même, à la situation, à la personne? Étape 4, le miroir. Puis là, moi, c'est là que ça a été révélateur. Je me suis sacré le miroir d'en face, puis je suis comme, OK, parce que cette chose-là qui a été parlée, ben je fais exactement la même chose, tu sais. Puis ça me dérange que je fasse ça. C'est sous une forme différente, mais était là un peu la source, tu sais. OK, qu'est-ce que j'ai de besoin? Pourquoi le fait que ça me trottait autant dans la tête, que j'ai réagi de cette façon-là, hein, de ruminer un petit peu là-dessus?
Qu'est-ce que ça me protégeait de? Ah, ben ça me protégeait de X, Y, Z qui s'en vient vraiment bientôt, puis que je veux m'assurer que c'est dit, c'est cadré, etc., tu sais. Puis comment je peux exprimer ce besoin-là consciemment à l'intégration de l'étape 6. Fait que ça, c'est du vrai travail de shadow work. On est dans les faits, l'observation, le processing, hein, un processus de réflexion, de se coacher un peu mentalement, tu sais. On n'est pas en mode genre « Ah! Réaction intense, grosse émotion. » On n'est pas en mode « On réprime ça. » « Ah! Comment ça? Genre, j'ai été triggered par ça. Comment ça me trotté dans la tête? Je devrais pas me laisser affecté par ça autant. I should know better. J'ai déjà travaillé sur moi, voyons donc, parce qu'on s'aide pas là, quand on fait ça. On amplifie encore plus notre ombre quand on fait ça sans l'accepter, parce que des fois même on tombe dans la culpabilité. Ah, j'aurais pas dû crier après mes enfants, j'aurais pas dû réagir de façon colérique avec mon chum, j'aurais pas dû genre ruminer là-dessus, voyons donc, ça me sert à rien. Ben ça sert à rien de se dire ça puis de tomber dans ces états-là. Fait qu'on analyse, on fait ce travail-là de shadow work. Okay? Je vais vous donner 3 autres exercices un peu plus précis. Prenez-les en note, OK? Super, super puissant. L'exercice numéro 1, qu'est-ce qui t'énerve chez les autres? Fait que, demande-toi, là, pense à une personne, genre, qui t'irrite, qui te tape ses nerfs en bon québécois, OK? Que presque à chaque fois que tu la vois, ou à chaque fois que tu la vois, tu sais, des fois, on va dire, elle a une face à fesser dedans. Puis non, c'est pas gentil de dire ça des humains, mais c'est ça, on a tout le monde dans notre ombre, une part de nous qui est pas toujours gentille, tu sais, puis on l'accepte, on l'écoute, puis on l'accueille, bon. Fait que pense à quelqu'un qui t'énerve, qui te tape ses nerfs. Puis, écris 5 qualités. Puis quand je dis qualité, là, 5, j'aurais plutôt dire 5 caractéristiques. Parce que souvent, on a qualité, défaut, qualité, c'est positif, défaut, c'est négatif, là. Mais là, on parle de 5 caractéristiques, 5 traits de la personne. Donc, écris 5 choses, 5 mots, 5 mots de cette personne-là qui te dérange. Par exemple, cette personne-là me tape ses nerfs parce que elle est arrogante, elle est égoïste, elle est contrôlante, elle est trop ambitieuse, puis elle prend trop de place. OK? Écris 5 choses qui te dérangent chez cette personne-là. Puis si tu n'en trouves pas 5, commence avec une. On n'est pas dans les petits détails de perfection. OK? Puis pour chacune de ces choses-là, demande-toi où est-ce que cette caractéristique-là existe en moi. Mais pas seulement littéralement, là. Genre, si tu as écrit contrôlante, la fille, elle te tape ses nerfs parce qu'elle est contrôlante, c'est pas de marquer genre, puis de dire hey, moi, je suis pas contrôlante. Tu peux te poser la question, est-ce que je contrôle subtilement les autres en voulant, je sais pas moi, qu'ils fassent les choses à ma façon? Donc peut-être qu'elle, sa façon d'être contrôlante, c'est d'arriver dans une pièce, puis prendre le leadership, puis pas demander l'opinion des autres, puis parler fort, puis donner des ordres. Puis ça se peut très bien que toi, t'es pas comme ça spécifiquement. Mais quand tu arrives à la maison, tu contrôles où est-ce que ton mari met sa brosse à dents, ses bas, son linge, sa façon de faire la vaisselle, parce que tu veux que les choses soient faites à ta façon, tu sais. Vous voyez, le contrôle, l'aspect d'être contrôlante, ça se manifeste de plein de différentes façons. Fait que réfléchis à toi, où est-ce que tu les as, ces qualités-là, ces défauts-là, ces caractéristiques-là. Puis ça, pendant plusieurs mois, j'ai fait ce travail-là, puis c'est devenu vraiment, vraiment intéressant, puis devenu quasiment un automatisme. Puis je pense que j'avais déjà donné cet exemple-là sur un épisode de podcast, tu sais. Il y avait un monsieur au gym, j'ai jamais parlé, jamais, OK? Puis il me tapait ses nerfs. Le pauvre, je le connais pas, j'ai jamais parlé, mais il me tapait ses nerfs. Puis les raisons qu'il me tapait ses nerfs, c'est parce que lui, il venait au gym, il passait genre 2-3 heures là, il jasait avec tout le monde, il me faisait penser au petit garçon, genre de 7 ans, qui a jamais eu d'amis, là, tu sais, puis il cherche des amis, puis c'est ça, il allait voir les gens enlevaient leurs écouteurs, commençaient à y jaser, puis des fois, il restait, tu sais, comme, il collait pendant 5-10 minutes. Puis là, j'ai fait ce travail-là, parce que j'étais comme, mais je suis tannée, genre, d'être trigger par ce monsieur-là, qu'encore une fois, j'ai jamais parlé, je le connais pas, ça ne m'appartient pas, ça n'a aucun rapport avec moi, ça change mon état quand je vais au gym, voyons donc que j'y donne autant de contrôle, tu sais. Puis j'aurais pu mettre ça dans l'ombre, mais je suis comme, non, on va faire ce travail-là, on va aller décortiquer ça, tu sais. Puis je me suis dit exactement ça, où est-ce que moi, je suis comme lui? Puis ça ressemble pas à qu'est-ce que lui, il fait, mais où est-ce que moi aussi, je cherche à vouloir des amis, tu sais, ou à vouloir jaser avec les autres? Puis ça m'a ramené à un souvenir du primaire, où est-ce qu'en 5e année, je me suis fait rejeter carrément par ce que je pensais étaient mes amis.
Parce que, bon, moi, j'ai sauté ma 4e année, fait que la 3e année, j'étais arrivée en 5e année, fait que je faisais traiter beaucoup de bolé, de nerd, de chouchou du prof, trop intelligente, blablabla, tu sais. Puis j'avais un groupe de quelques filles, là, quelques amies filles, puis à un moment donné, ils m'ont rejeté complètement, ils voulaient plus être mon amie, tu sais. Puis je me souviens que ça m'avait vraiment marqué, puis j'étais comme, j'ai probablement agi exactement comme lui à ce moment-là, tu sais. Fait que si des fois, c'est pas nécessairement là, dans cette phase-là de ma vie, je suis comme la personne ou cette qualité-là se déploie de la même façon, bien, un moment donné dans ta vie, tu l'as été contrôlante, tu l'as été méchante, tu l'as été en mode genre, je veux jaser avec tout le monde, puis je veux me faire des amis moi aussi, puis je veux pas être rejetée, puis je veux pas être toute seule, tu sais. Puis après ça, je suis comme, ça ne me regarde pas. Si la personne qui est en train de jaser pendant 10 minutes pendant son workout, ben elle, ça lui fait plaisir, puis ça ne dérange pas, ben ça y appartient. Puis, tu sais, moi, il est jamais venu me voir, là. Il croisait même pas mon regard parce que c'est ce que je projetais, que je ne voulais pas lui jaser, je ne voulais pas me faire déranger. Et ça m'a amené à l'autre chose qui me dérangeait. C'est que moi, quand je vais au gym, je veux pas me faire déranger, je suis là pour m'entraîner. Tu sais? Il y a des gens en ce moment qui me disent « Hey, Claudia, t'auras plus besoin de ton abonnement au gym, là. Karmakin est ouvert, fait que tu vas t'entraîner chez Karmakin. » Puis la réponse est non. Notre studio de mouvement, il est awesome, là. Il y a tout ce qu'il faut pour bien s'entraîner, c'est pas ça le point. Mais je divise ça, moi, quand je vais au gym, c'est pour m'entraîner, j'ai mes écouteurs dans les oreilles, puis je fais ce que j'ai à faire. Je sais que si je m'entraîne chez Karmakin, ben justement, il va y avoir des gens qui vont venir me jaser, il y a des gens qui vont venir cogner à la porte, répondre à des questions, je vais avoir un download de « Ah, faut pas que j'oublie de faire ça. Ah, c'est un peu sale ici, je vais aller laver mes planchers pendant mon workout. » tu sais. Fait que non, c'est différent. Mais si lui, ça ne dérange pas de passer 2-3 heures au gym puis de jaser la moitié du temps, ça ne m'appartient pas, tu sais. Bref, un exemple parmi plein d'autres plus concrets de genre de shadow work que j'ai fait, tu sais. Puis après ça, ben quand j'ai fait ce travail-là, quand je suis retournée au gym, j'ai regardé puis j'ai souri, tu sais. Puis dès que, des fois, le petit jugement ou le petit annoyance revenait, je me disais, hey, lui, cool, tu sais. J'ai changé mes pensées puis ma façon de voir ça pour du positif. Je me disais, hey, tant mieux, hein. Il est au gym à tous les matins. Il y a des amis là, il y a des gens qui lui jasent. Il est toujours souriant. Puis en plus, ben, il fait une couple d'exercices, tu sais, puis il a l'air à travailler fort des fois. Ben tant mieux que ce safe space-là, tu sais, qu'il passe du temps par jour, à tous les jours, puis super pour lui. Bravo pour lui, tu sais. Fait que j'ai réussi à changer ça. Fait que voilà. OK, l'objectif, c'est pas de se condamner puis de se dire « Claudia, voyons donc, comment ça tu juges un pauvre monsieur? You should know better, t'es pas comme ça d'habitude. » Ben non, ça m'aurait pas servi de faire ça. L'objectif du shadow work, c'est de devenir plus honnête. Plus honnête envers soi-même d'abord et avant tout, tu sais. Fait que ça, c'est le premier exercice. Pense à quelqu'un qui tape ses nerfs et fait ce travail-là. Exercice numéro 2. Qui j'ai appris à être? C'est un exercice super puissant. Demande, toi, quand tu étais enfant, qu'est-ce qui était récompensé? C'est-tu quand tu avais 100%? C'est-tu quand tu scorais des buts, quand tu jouais au soccer, quand tu gagnais la médaille d'or en passion artistique, quand tu écoutais tes parents puis tu disais rien pendant 2 heures pour pas les déranger? Qu'est-ce qui était récompensé? Puis après ça, le contraire. Qu'est-ce qui était mal vu? Fait que tous les contraires sont bons. Je sais pas, moi, dès que tu avais moins de 90%, c'était mal vu, tu te faisais réprimander. Quand tu étais en retard pour quelque chose, c'était mal vu. Quand tu faisais un dégât, tu échappais ta toast à terre puis ça faisait de la confiture sur le plancher, c'était mal vu, tu te faisais réprimander. Donc, qu'est-ce qui était récompensé, qu'est-ce qui était mal vu? Qu'est-ce que tu as appris à devenir pour être aimé, accepté, tranquille, tu sais? Retourne à ton enfance. Si toi, c'était bien vu là, d'être tranquille à la table, de pas dire un mot, puis d'être poli, puis de bien manger, puis de rester là, tranquille, pendant que les adultes mangeaient, ben c'est ce que tu as appris à être pour être aimé. Je dois prendre ma place, ma petite place, rester silencieuse, laisser la place aux autres, tu sais. Puis le contraire aussi de la question, hein? Quelle partie de toi t'as dû mettre de côté pour devenir cette personne-là? Donc si j'ai appris à ne pas parler beaucoup, rester sage, tranquille, ben j'ai mis de côté la partie de moi qui veut s'exprimer, qui veut dire ses opinions, qui veut s'assumer dans sa personnalité, qui veut débattre, qui veut partager son point de vue, qui veut amener de la discussion, tu sais. Parce que j'ai appris que pour être aimée, acceptée, pour que mes parents soient contents avec moi, je devais me faire ma gueule, tu sais. Donc, un autre exemple, quelques exemples, je sais pas moi, j'ai appris à être la petite fille facile, tu sais. J'ai appris à être performant. Ben, si je suis performant, j'ai peut-être mis mon besoin de repos de côté. Ça aussi, je lève mes 2 mains, là. J'ai appris à être autonome.
Hein, moi, mes parents m'ont toujours dit, t'es autonome, tu t'occupes de tes affaires tout seul, tu vieillis vite, t'es mature. Ben, j'ai peut-être mis mon besoin de soutien de côté, justement de demander de l'aide puis d'avoir du support. J'ai appris à être agréable, à toujours sourire puis à dire oui. Ben, j'ai peut-être mis mon désaccord, mon besoin justement d'exprimer comment je me sentais pour de vrai, puis des choses que je suis pas d'accord, tu sais, d'assumer mes croyances propres à moi de côté. Fait que exercice de qui j'ai appris à être. Fait qu'encore une fois, retourne dans ton enfance, qu'est-ce qui était récompensé, qu'est-ce qui était mal vu, qu'est-ce que tu as appris à devenir, puis qu'est-ce que tu as dû mettre de côté. Et finalement, le troisième exercice, c'est comme une petite... je vais le raconter, l'expliquer vite, là, mais vois ça comme une petite mini-méditation, genre une petite expérience guidée, là, tu ralentis, tu prends un petit 5 à 10 secondes, où est-ce que tu respires, tu te mets en silence, puis pense à quelque chose que tu fais, mais que tu aimerais arrêter. Quelque chose que tu sais qui n'est pas très, très utile. Une réaction que tu as souvent, une habitude que tu fais encore, une manière de te comporter. Puis, quelle partie de toi a besoin que tu fasses ça? Pas pourquoi je fais ça. Pourquoi je mange encore le sac de chips au complet le soir? Pourquoi je suis encore triggered quand quelqu'un me coupe dans le trafic puis je pogne une coche? Demande-toi pas pourquoi tu fais ça. Demande-toi quelle partie de toi a besoin que tu fasses ça. Si c'est la partie de toi qui a tellement peur que tu sois en retard. Ou quand tu manges des sacs de chips, si c'est la partie de toi qui a besoin de réconfort, tu sais. Puis la prochaine question que tu peux te poser, c'est cette partie-là de toi là, qui a besoin que tu fasses ça, qu'est-ce qu'elle essaie d'éviter? Qu'est-ce qu'elle essaie de t'apporter? Fait que la version de toi, la partie de toi qui a besoin de manger le sac de chips au complet pour avoir du réconfort, ben elle essaie d'éviter peut-être de se sentir seule, elle essaie d'éviter peut-être de filer les sensations désagréables qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, de stress, de manque de support, puis elle essaie de t'apporter, ben c'est ça, de la compagnie, du réconfort, tu sais. Puis la question, en fait, à la fin de cet exercice-là, c'est vraiment de quoi tu aurais besoin, ou plutôt, plus précisément, de quoi cette partie-là de toi qui était dans l'ombre jusqu'à maintenant, aurait besoin aujourd'hui pour qu'elle ait plus besoin de te protéger. Fait qu'on n'est pas en train de combattre la partie qui est dans l'ombre, là. On n'est pas en train de dire « T'es pas supposé être là, tu devrais t'autogérer, va te cacher ». On est en train de comprendre sa fonction, ça sert à quoi. OK, donc je répète, l'exercice 3, qui n'a pas vraiment de titre, là. Prends le temps de te questionner sur « OK, c'est quoi une chose que je veux changer dans ma vie ou que je suis pas capable d'arrêter ou j'ai de la misère à arrêter? Quelle partie de moi a besoin que je la fasse encore? Qu'est-ce qu'elle essaie d'éviter? Qu'est-ce qu'elle essaie de me rapporter? Puis qu'est-ce que j'ai besoin pour arrêter, en fait, pour plus avoir à me protéger, en fait. T'sais? Donc, pour terminer, je vais vous rappeler que quand on intègre nos parts d'ombre, parce que ça aussi, c'est un discours qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux, il faut que tu acceptes et intègres toutes tes parts d'ombre, et il y a du vrai là-dedans. Par contre, il y a une distinction qui est super essentielle, là. Ça ne veut pas dire que tu acceptes tout. Tout ce que tu ressens, c'est valide, mais pas tout ce que tu fais est acceptable. Genre, tu peux reconnaître que tu as de la colère sans aller péter des vitres puis donner des coups de poing en face aux gens. Tu peux reconnaître que tu es envieuse ou jalouse de quelqu'un, mais sans aller la saboter puis parler dans son dos. Tu peux reconnaître que tu as un besoin d'attention, tu as besoin d'attention en ce moment, sans manipuler les gens pour l'avoir, cette attention-là. Tu peux reconnaître ton ambition, hein, sans écraser les autres. Tu peux reconnaître ton besoin de contrôle, sans laisser ce besoin-là décider de ta vie, tu sais. Moi, j'ai beaucoup le besoin de contrôler parce que j'associe ça à de la sécurité. Plus je contrôle les choses, ben plus j'ai une impression, une perception qui est erronée. Là, on contrôle rien dans la vie, on se comprend, là? Ou presque. Ben plus je contrôle les choses, ben plus je suis en sécurité, tu sais. Bon, je peux reconnaître que j'ai un besoin de contrôle sur certaines choses sans laisser ce contrôle-là dicter, décider ma vie, tu sais. Donc, intégrer nos parts d'ombre, intégrer notre shadow, c'est pas l'expression automatique, là. C'est la conscience, la responsabilité et le choix que tu fais avec ça. Donc, ce que tu ressens est valide, ce que tu fais doit être acceptable. OK? C'est super important.
Puis enfin, j'ai un peu commencé avec ça aussi, là, l'autre distinction, puis l'autre rappel peut-être, là, c'est se dire que, tu sais, le shadow work, là, c'est pas une quête pour devenir, genre, parfaite, hein, puis devenir meilleure. On revient au principe de Jung, là, genre, le principe de, je pense qu'il appelle ça c'est pas individualisation, c'est pas ça, c'est individuation, dans le sens que le but, c'est pas de devenir plus calme, plus guérie, plus gentille, plus lumineuse, plus productive, tu sais. Le but, c'est de devenir plus entière. Le shadow work te dit pas « élimine cette partie de toi ». Il te demande pourquoi cette partie-là a été exclue, puis comment maintenant elle peut se trouver une place plus consciente dans ta vie. C'est un mouvement qui nous amène vers le wholeness, vers l'entièreté, plutôt que la perfection. Puis c'est pour ça que j'aime autant le shadow work, parce que, Colin, ça nous enlève un poids à ses épaules, hein? Puis ça nous enlève la pression qu'on se met souvent. Puis ça aide les perfectionnistes d'entre nous à se pardonner quand, justement, oups, il y a une petite part d'ombre qui refait surface. Puis ouais, on est peut-être un petit peu plus méchante aujourd'hui que gentille, tu sais. Encore une fois, ça n'excuse pas nos comportements. Le choix puis la responsabilisation est ultra importante. Mais on s'accepte dans notre entièreté. Fait que ton ombre, là, elle a quelque chose à te rendre. Tu sais, il y a peut-être une partie de toi que tu passes énormément d'énergie à cacher. C'est peut-être ta colère, je reviens à l'ambition, ta sensibilité, hein, ton désir, ta puissance, ton besoin d'être aimé, tu sais. Puis cette partie-là, là, elle attend pas que tu la détruises, là. Elle attend peut-être juste que tu arrêtes de lui faire la guerre. Le travail donc, c'est pas de descendre dans quelque chose de mauvais, c'est de rencontrer qu'est-ce qu'on a dû abandonner pour devenir la personne qu'on pensait devoir être. Ce qui est dans l'ombre, c'est pas un monstre. C'est pas le diable. C'est pas nos demons. Tu sais, c'est des parties de nous qui attendent juste de rentrer à la maison, de rentrer dans notre quotidien, d'être accepté, d'être vu, tu sais. Fait que cette semaine, ou la prochaine fois que tu vois un post qui dit « Deviens la meilleure version de toi-même », demande-toi plutôt à la place quelle partie de toi est-ce que tu n'as pas toujours le droit d'être? Qu'est-ce que tu ne te donnes pas la permission d'être et de ressentir, tu sais? Parce qu'on ne souffre pas juste de qu'est-ce qu'on est, on souffre aussi de l'énergie qu'on dépense à ne pas être certaines parties de nous-mêmes. Puis, je vais me répéter dans d'autres termes, là, je vais revenir à l'aspect trauma parce que je veux vraiment finir là-dessus, parce que je veux vous garder ça en tête, là. Faire du shadow work, là, c'est pas encore une fois chercher tous tes traumatismes. C'est pas de faire la liste de tout ce qui est wrong with you, puis qu'est-ce qui est mauvais avec toi, puis toutes les choses que t'es pas bonne, puis t'es pas parfaite, là. De nos jours, là, dès qu'il y a une personne qui a, je sais pas moi, une réaction émotionnelle, on est comme « Ah, c'est à cause que t'as un trauma », tu sais. Ou dès que t'as une difficulté dans ta relation, tu fais comme « Ah, t'as des problèmes d'attachement », tu sais. Ou dès que la personne, je sais pas moi, elle procrastine, on est comme « Ah, il y a une part de toi qui a peur de réussir », tu sais. Il y a peut-être de la vérité là-dedans, mais il faut pas faire des conclusions puis des raccourcis comme ça. Ça aussi, on peut se donner un break. Des fois, la difficulté, c'est juste une difficulté. OK? T'avais une mauvaise journée, puis t'as une réaction émotionnelle, c'est pas nécessaire de retourner dans ton trauma d'enfance, là, tu sais. Le shadow work, c'est pas une machine à transformer chacun de nos comportements en diagnostic psychologique, là, tu sais. On n'est pas dans... bien sûr, oui, on peut aller dans des blessures profondes, des traumatismes, etc., tu sais. L'introspection, le journaling, les exercices que je vous propose aujourd'hui, ça remplace pas une psychothérapie puis d'autres ressources vraiment importantes à aller chercher si on est dans des détresses importantes ou on a eu des expériences traumatiques, tu sais. Mais c'est important de garder ça en tête. Donc, quelques petites phrases que j'ai notées pour résumer. Ton ombre n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mauvais en toi, c'est souvent ce que tu as appris à ne pas être. Ce que tu refuses de reconnaître en toi ne disparaît pas, ça cherche simplement d'autres façons de s'exprimer. Parfois, ce que tu dois récupérer de ton ombre n'est pas ta colère, c'est ton pouvoir. Le shadow work, c'est pas juste à donner le volant à toutes tes parts, c'est savoir qui est au volant, qui tu choisis de mettre au volant. Tu peux être une personne profondément généreuse, puis des fois, tu as envie d'être égoïste. Les deux peuvent être vrais. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein? L'intégration, c'est pas la permission de tout faire, c'est la capacité de reconnaître ce qui existe en toi sans être obligé de l'agir. Et le but du travail intérieur n'est peut-être pas de devenir une meilleure version de toi-même, c'est de devenir une version moins fragmentée de toi-même. OK? Puis on évite certains pièges. Tout n'est pas expliqué par l'enfance. Hein? Des fois, c'est la culture, les relations, les expériences d'adultes, les rôles sociaux, les identités. Toute projection, c'est pas une vérité. Si quelqu'un m'énerve, c'est pas juste parce que ça représente quelque chose que je refoule. Non.
On se pose des questions, on fait pas de raccourcis, puis on transforme pas tout en vérité absolue, tu sais. Le shadow work, c'est pas une mode. C'est une modalité qui nous permet de faire du travail sur soi, de s'accepter, de s'aimer, puis de vivre, encore une fois, dans notre entièreté humaine, tu sais. Puis un exercice ou faire du shadow work, ça vient pas guérir, entre guillemets, une blessure. Il faut s'observer, il faut comprendre, il faut mettre en conscience, il faut choisir différemment. Pas genre, « Hey, j'ai écrit 3 pages, puis mon trauma, il est guéri. » Ça y est. Alright? Fait que j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous a amené peut-être une façon différente de voir le shadow work. J'espère que ça vous inspire, hein, Je fais attention à mes propres mots, parce que je veux dire à travailler sur vous. On comprend que c'est pas ça le but, de travailler sur nous, mais plutôt d'aller voir ces choses-là qu'on n'a peut-être pas travaillé dessus. On comprend maintenant pourquoi, tu sais. Puis je vais vous laisser, comme d'habitude, avec une citation. On va parler d'une citation de Carl Jung, of course. Fait que si jamais vous voulez aller lire, découvrir plus là-dessus, là, Carl, C-A-R-L, Jung, J-U-N-G. Super intéressant. Il explique beaucoup mieux que moi. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ces ressources-là. Puis c'est, bon, une citation en anglais que j'ai traduit grâce aux internets, là. Fait que, excusez la traduction un peu personnalisée. On ne devient pas éclairé, illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Donc, on ne devient pas éclairé, illuminé, ça veut dire que, tu sais, il y a bien des gens qui sont comme dans le mode genre love and light, puis comme, faut toujours être de bonne humeur, puis être dans l'amour, puis il y a quelque chose de beau, puissant là-dedans, absolument, tu sais. Mais on ne devient pas justement illuminé, éclairé, entière, en imaginant juste ce qui est beau, puis dans la lumière. Mais c'est plutôt en mettant de la lumière sur ce qui est dans les ténèbres, de rendre conscient qu'est-ce qui est inconscient dans l'ombre. C'est ça qui va faire de nous des êtres, je mets des grosses guillemets en ce moment, illuminés et éclairés. Puis je vais utiliser un mot que j'aime plus puis qui me représente plus, des êtres humains entiers et awesome. Fait que merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me revenir si vous avez travaillé un peu avec vos parts d'ombre, si vous avez d'autres ressources que vous voulez me laisser savoir. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de voir le feedback sur le podcast. Fait que, encore une fois, merci pour votre écoute. Puis on se revoit, ou plutôt on se réécoute la semaine prochaine pour une autre conversation awesome.